Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à la LDR, Light Dependent Resistor. C'est donc une résistance dont la valeur dépend de la luminosité. Et typiquement, on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir réaliser un interrupteur crépusculaire, c'est-à-dire un interrupteur qui va se déclencher en fonction du niveau de luminosité ambiant. Alors, on commence par s'intéresser dans un premier temps à cette photorésistance. Donc cette photorésistance, c'est celle que l'on trouve dans le kit Arduino Uno que je vous ai proposé il y a maintenant un certain temps. Il s'agit d'une KLS6 3537. La structure de cette photorésistance est la suivante. On trouve ici deux électrodes de chaque côté. Ces électrodes, elles sont séparées par un matériau, ici du CDS, du sulfide de cadmium. Et ce sulfide de cadmium, il a donc la propriété de présenter une résistance ou une conductance, c'est plutôt ça dont on parle en général, qui va dépendre de l'éclairement. Alors sa sensibilité à cette photorésistance, elle dépend du matériau utilisé. Dans le cas du sulfide de cadmium, on a une sensibilité qui correspond à peu près à la sensibilité de l'œil humain, donc dans cette zone-là. Quand on évolue vers les longueurs d'onde plus importantes, on se dirige vers l'infrarouge et dans ce cas-là, il faut d'autres types de matériaux que je ne vais pas aborder ici. Alors, on va d'abord faire un tout petit peu de photométrie juste pour rappeler quelles sont les unités mises en jeu lorsque l'on réalise donc de la mesure de lumière. La photométrie, c'est ça, c'est ce qui s'intéresse à la mesure de lumière. Alors, on définit l'intensité lumineuse, le candéla, noté CD, comme étant la quantité d'énergie émise par une source lumineuse. Et cette intensité lumineuse, on la note grand I indice V. On va également s'intéresser au flux lumineux. Le flux lumineux, c'est le lumen. C'est une information que vous retrouvez très souvent sur des éclairages. Alors attention, la lumière s'est éteinte chez moi. Voilà, c'est à ça que ça sert, la domotique. Donc le flux lumineux en lumen, c'est une unité que vous retrouvez très souvent lorsque vous achetez une ampoule, par exemple, dont la puissance lumineuse va être indiquée en lumen. Donc le lumen, c'est des candélabres multipliés par des stéradians. C'est donc la quantité totale d'énergie lumineuse émise par une source lumineuse en 1 seconde dans un angle solide d'1 stéradian. Alors le stéradian, voici à quoi ça correspond. J'ai récupéré cette image sur Wikipédia, une image de Andy Anderson. Et donc on trouve ici à quoi correspond ce stéradian. C'est en fait la surface de la calotte sphérique qui pour un stéradian correspond à donc une sphère de rayon 1 mètre. Voilà, une sphère de rayon 1 mètre avec pour un stéradian une calotte sphérique ici dont la surface va être également égale à 1, une surface unitaire, donc 1 mètre carré ici. Donc voilà à quoi correspond ce stéradian. C'est donc ce cône-là que vous pouvez voir ici avec l'intersection avec la sphère qui donne une surface de 1 mètre carré. Alors la notation pour ce flux lumineux, c'est phi v égale oméga, donc l'angle solide en stéradian, que multiplie I indice V, l'intensité lumineuse. Autre unité que l'on rencontre régulièrement, le lux. Donc le lux, c'est le flux lumineux, reçu en un point d'une surface. Cet éclairement, on le note grand E, et c'est donc phi v divisé par la surface S. Alors, on va s'intéresser maintenant à notre photorésistance et on va situer sa sensibilité par rapport à un éclairement en lux. Donc cette résistance, elle varie, cette photorésistance, elle varie comme ceci, avec cette caractéristique-là. Et comme on le voit, dans la documentation, c'est la courbe de sensibilité que l'on trouve, avec des valeurs qui vont de 1 lux à 100 lux, et on voit que la résistance de la photorésistance se situe dans ce faisceau-là. Donc avec une résistance qui se situe à peu près autour de 100 kOhms lorsque l'on se trouve dans la pénombre,
hein, entre la nuit de pleine lune et puis la luminosité dans une cave. Ici, on trouve ce qui correspond à la luminosité pour une nuit étoilée, c'est-à-dire un éclairement inférieur à 0,1 lux. Et puis plus loin, j'ai prolongé les caractéristiques de façon à ce qu'on ait des repères un petit peu plus faciles à interpréter. On va trouver ce qui correspond à un bureau. Un bureau, c'est quelque chose comme 300 lux à 1000 lux. 1000 lux, c'est pour un bureau bien éclairé. Donc, si on veut détecter le moment où la nuit tombe, on va donc faire une recherche dans cette zone-là, typiquement. Donc, une zone ici où la photorésistance aura une valeur de 100 kΩ. Donc, ce que je vous propose pour pouvoir l'exploiter, cette photorésistance, eh bien, c'est de l'exploiter dans un pont diviseur qui utilisera également une résistance de 100 kΩ pour avoir à peu près à l'équilibre, c'est-à-dire au point de détection souhaité, une valeur médiane sur le convertisseur analogique numérique. Donc le montage, c'est celui-ci. On va donc placer la photorésistance dans le haut du pont diviseur. On placera ensuite la résistance souhaitée pour l'équilibre dans le bas du pont diviseur, une résistance de 100 kΩ. Et on va mesurer avec l'entrée analogique numérique A0 de la carte Arduino, donc la valeur qui sera à l'image de la luminosité. Le câblage. Alors le câblage, vous l'avez ici sous cette forme-là un petit peu schématique. Je vous le montre rapidement sur la carte Arduino. Alors je ne fais pas le câblage en temps réel, ça présente quand même pas beaucoup d'intérêt, et puis on en a déjà fait plusieurs fois des câblages. Donc on récupère avec les fils marron et rouge l'alimentation 0 et 5 volts, et on vient comme ça distribuer sur les lignes d'alimentation de la plaquette de test le 0 volt et le 5 volts. Ensuite, pour ce qui correspond à l'exploitation de la photorésistance, on va partir de A0 et on va aller sur le point milieu du pont diviseur. Sur ce point milieu du pont diviseur, on fait partir d'un côté la résistance vers la masse, donc résistance de 100 kΩ. Cette résistance, vous la trouvez dans le kit Arduino que je vous avais proposé. Et la photorésistance, donc qui part également du point milieu jusqu'au VCC, le plus 5 volts de la carte Arduino. Pour ce qui concerne le câblage de la LED blanche que l'on va allumer dans le fonctionnement d'interrupteur crépusculaire, on part de la broche numéro 3, un broche Arduino numéro 3. On arrive sur l'anode de la LED. Alors, je vous le rappelle, l'anode, c'est ce qui correspond à la broche la plus longue. Ensuite, on repart sur la cathode avec la résistance de 330 ohms et on arrive sur la masse. Bien, il s'agit maintenant d'écrire un programme avec l'IDE Arduino ou tout autre environnement de développement. Moi, je vous rappelle que j'ai choisi VS Code pour ça. Alors, je vous épargne la création du projet. J'ai déjà créé le projet. Et on va tout de suite donc s'intéresser à la programmation de cet interrupteur crépusculaire. Donc d'abord, je vais ajouter une définition pour la broche de ma LED, qui est donc la broche numéro 3. Donc première chose, avec la fonction pinMode, j'initialise donc en sortie pinLED. Ensuite, pour voir un petit peu le comportement de ma photorésistance et donc l'évolution de la tension mesurée par le convertisseur analogique numérique, alors ici ce ne sera pas vraiment la tension, en fait, c'est l'image de cette tension, je vais mettre en place une liaison série. Donc à la vitesse de 9600 baux comme d'habitude. Alors quelquefois je mets un délai pour que la liaison série soit établie. Ensuite, dans la boucle principale, on va commencer tout simplement par visualiser l'évolution de la sortie du convertisseur analogique numérique.
Donc pour ça, on utilise la fonction analog read et on précise que c'est donc l'entrée A0 qui est mesurée. Allez, je vous propose tout de suite de commencer par ce test-là. Donc on envoie le programme dans la carte Arduino. Il est compilé, l'édition de lien se réalise, téléversé, et ensuite on démarre ici. Voilà, on démarre le terminal série, le moniteur série. Le résultat, c'est donc une valeur qui est très proche des 1023 maximum que l'on peut obtenir. Si je cache un petit peu la photorésistance, je vous rappelle que la lumière elle a tendance à passer à travers les doigts. D'ailleurs, dans les expériences de laboratoire avec des souris, on utilise parfois de l'éclairage, et c'est avec une caméra qui se trouve de l'autre côté de la souris que l'on détecte par exemple les tumeurs dans les souris de laboratoire. Donc c'est vraiment le fait qu'on puisse avoir de la lumière qui passe à travers les corps. Alors ici, donc la valeur obtenue est sensiblement, est très peu différente, pardon. Alors on va, pour que ce soit beaucoup plus sensible, éteindre la lumière. Alors pour ça, je vais faire appel à ma domotique. Hop, j'éteins la lumière et on va regarder. Alors pardon, j'ai zappé. Et puis je vais en même temps retirer l'éclairage que j'utilise pour la carte Arduino. Donc voilà, on voit l'évolution qui est maintenant très nette de la valeur mesurée par le convertisseur analogique numérique en fonction de la luminosité sur la photorésistance. Alors, pour montrer un petit peu l'évolution de la luminosité dans la photorésistance, je vais procéder comme ceci. Voilà, donc vous pouvez voir ici l'évolution de la luminosité au niveau de la photorésistance. Bien, alors un seuil, parce qu'on va bien se fixer un seuil, on va dire que la valeur médiane, à peu près 512, c'est vraiment quand il commence à faire très sombre. Eh bien, je vous propose de programmer ce seuil-là pour pouvoir maintenant alimenter la LED. Alors, je vais d'abord rallumer la lumière. Hop. Et au niveau du programme, et pour lequel j'ai oublié de faire du zoom, pardon. Voilà. On m'a couramment dit que c'était problématique de pouvoir lire effectivement. Bien, donc on met en place, on l'a dit, la possibilité d'allumer la lumière en dessous un certain seuil. Donc pour ça, allez, parce que ce sera un petit peu utile par la suite, je vais mettre en place ici une variable que je vais appeler mesure pour pouvoir faire une fois pour toutes la mesure. Donc on l'affichera en guise d'information et aussi on va traiter donc en fonction d'un seuil pour allumer. Alors le seuil pour allumer, on va le définir avec une constante. Const. Donc ce sera donc un entier sur 16 bits, non signé. Hop. Seuil allumage. Et on a dit qu'on mettait la valeur à peu près 512. Donc si mesure est inférieure à seuil allumage, eh bien on allume la LED. Et sinon, on va éteindre la LED.
Alors on arrête la moniteur série, on téléverse à nouveau. On va à nouveau se placer dans des conditions qui puissent être favorables pour l'expérimentation. Pour ça, je vais éteindre donc voilà, l'éclairage de mon bureau et on va visualiser ici la carte Arduino. Et maintenant, je vais limiter l'éclairage sur cette carte Arduino. Et on voit qu'effectivement, à partir d'un certain seuil, la LED s'allume. Alors, vous ne le voyez pas forcément, mais la LED clignote énormément à ce moment-là, mais parce que lorsque je suis en dessous ou au-dessus du seuil, eh bien, j'allume ou j'éteins la LED. Alors ça, avec une LED, bon, c'est désagréable, mais ça n'a pas d'incidence particulière. Si maintenant il s'agit d'un relais, faire commuter comme ça de façon répétée à une fréquence élevée un relais, bon d'abord ça amènera tôt ou tard à la destruction du relais, mais ça va en plus, si vous utilisez un éclairage de forte puissance connecté sur les contacts de ce relais, provoquer un échauffement des contacts du relais. Et ça, c'est même une cause possible d'incendie. Donc évidemment, il va falloir lutter contre ce clignotement intempestif. Alors c'est dommage, on le voit assez mal ici, là. Bon, c'est pas grave. Si vous menez l'expérience chez vous, vous constaterez effectivement ça. Donc on va tout de suite rallumer la lumière. Hop, et modifier donc le programme pour pouvoir tenir compte de ça. L'idée la plus simple, c'est de mettre par exemple une temporisation. De se dire, quand on atteint un certain seuil, on allume la LED et puis on l'allume pour un certain temps. Il n'est pas question de l'allumer très peu de temps. Autre possibilité, c'est de définir un seuil pour allumer la LED et puis un autre seuil pour pouvoir l'éteindre. Avec un écart qui soit suffisamment large, finalement, pour être sûr que la LED s'éteindra lorsque la luminosité ambiante sera redevenue suffisamment élevée. Donc j'attends un certain seuil pour déclencher l'allumage lorsqu'il fait nuit et j'attendrai un seuil supérieur pour pouvoir éteindre à nouveau la lumière. C'est la solution que je vous propose de mettre en œuvre. Et pour ça, on va donc définir ici une nouvelle valeur. Hop, seuil, extinction. Alors, par rapport aux valeurs qu'on avait visualisées tout à l'heure, on peut se permettre de mettre 400 ici. Là, on va mettre 800 par exemple. Ça, c'est parce que j'ai un petit peu en mémoire ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout ce qui correspond ici à l'extinction, on retire. Hop. Et on met en place ici un deuxième test pour pouvoir, cette fois-ci, allumer. Pour pouvoir éteindre à nouveau, pardon. Donc, seuil, extinction. Et donc là, on éteint. Donc, il faut bien imaginer le procédé. La luminosité décroît le soir. Alors, ça décroît, ça décroît, ça décroît. Il arrive un moment où on atteint le seuil, seuil extinction ici. Et là, la LED s'allume. Et puis ensuite, la luminosité ambiante va remonter. Elle remonte, elle remonte. Elle atteint ce qui correspondait à l'allumage. Rien ne change. Il va falloir qu'elle remonte et qu'elle atteigne ensuite le seuil d'extinction pour pouvoir s'éteindre. On a mis en place, en fait, d'un point de vue logiciel, ce qui correspond à un cycle d'hystérésis qu'on a déjà pu voir avec des amplificateurs opérationnels, avec des comparateurs. Donc effectivement, un comparateur correctement utilisé, ça permet de réaliser ce type de cycle d'hystérésis pour la comparaison. Bien, on va pouvoir expérimenter ça maintenant. Hop, on téléverse à nouveau. J'ai que compilé, donc j'ai rien téléversé du tout. Et puis on va
je ne vois pas où est l'erreur. Voilà, c'était simplement lié à ma liaison série, cette erreur. Donc voilà, on peut éventuellement remettre en place ici l'affichage de la valeur. Également, on va faire réapparaître la carte. Voilà, je vais éteindre la lumière pour expérimenter tout cela correctement. Donc voilà, donc 1010. Donc là, j'éloigne progressivement la lumière, éclairage ambiant, et lorsque l'éclairage ambiant devient très limité, ça y est, la LED s'allume. Bon, il n'y a plus de phénomène de clignotement du tout. Et maintenant, si je ramène progressivement le niveau, enfin la quantité de lumière sur la carte, voilà, il arrive un moment où elle s'éteint. On aurait pu mettre un seuil encore un petit peu plus élevé pour le seuil d'extinction de la LED. En tout cas, avec ce procédé, comme vous pouvez le constater, eh bien, on a fait en sorte d'avoir cette fois-ci une LED qui ne clignote plus de façon intempestive, comme c'était le cas tout à l'heure. Alors, en guise d'exercice, ce que je vous propose, c'est d'ajouter une petite fonctionnalité supplémentaire. C'est le fait que la LED s'allume pendant un temps minimum, par exemple de 30 secondes, dès lors qu'on a atteint le seuil d'allumage. Voilà. On pourrait également faire en sorte d'attendre que le seuil d'allumage soit validé pendant au moins 30 secondes pour pouvoir allumer la LED, par exemple. Voilà, ce sont différentes options qui peuvent être mises en place. Pour la correction de cet exercice, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, donc ge2i.eu. Alors c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de voir que le travail que je réalise peut vous plaire. Également, si vous souhaitez contribuer à mon travail, alors je dirais de façon indirecte, parce que finalement, ces dons PayPal, je les utilise pour pouvoir réaliser par exemple des circuits imprimés dans le cadre des projets à l'IUT. Ça permet en fait de faire appel à JLC PCB, qui est donc une entreprise chinoise que je vous ai déjà présentée, et entreprise chinoise à laquelle l'administration ne peut pas faire de commandes. Donc moi, je profite de vos dons PayPal pour pouvoir réaliser des circuits imprimés professionnels pour les travaux de mes étudiants. Donc pour ces dons PayPal, vous pouvez vous rendre également sur mon site ge2i.eu. Bien, eh bien, dans la prochaine vidéo, ce que je vous propose de voir, c'est comment utiliser le comparateur analogique qui se trouve dans les ATmega 328 plutôt que le convertisseur analogique numérique pour pouvoir réaliser cet interrupteur crépusculaire. Ce sera donc une approche différente avec un comparateur cette fois-ci. Et on le verra, on pourra réaliser ce traitement avec ou sans interruption. Mais évidemment, ce qui sera pertinent, c'est d'utiliser le mode avec interruption. À bientôt pour de nouvelles vidéos et bien sûr à bientôt pour cette prochaine vidéo sur le comparateur analogique des ATmega 328.